Merci beaucoup à tous et toutes de votre présence et de votre intérêt pour le programme Dialogue. Déjà à l'écran, vous voyez que on vous invite à consulter les règles du programme qui vous intéressent, ainsi qu'un guide d'aide à la préparation qui est disponible dans la boîte à outils. Les liens ont été mis dans la conversation. Donc, si vous l'avez si vous voulez les avoir sous les yeux, on vous invite à le faire dès maintenant. Précision aussi pour le webinaire, en fait, ça va être très important d'utiliser l'option questions et réponses pour poser vos questions de façon à ce qu'on puisse, dans la mesure du possible, y répondre au fur et à mesure ou les avoir de disponibles si on n'a pas le temps d'y répondre pour après le webinaire. Donc, je me présente, Josée Aubin. Je suis responsable de programme à la direction des grands défis que Marie-Pierre Cossette dirige au Fonds de recherche du Québec. Et dans notre équipe FRQ, on a Thomas Andrew Wangenhofer aussi qui est là en soutien technique à la fois au webinaire et au programme. On a la chance aussi aujourd'hui d'avoir deux personnes récipiendaires d'Octroi Dialogue qui ont accepté de venir témoigner de leur expérience avec leur programme, à savoir Olivier Robin, chercheur de l'Université de Sherbrooke, qui a fait un projet qui s'appelle Fantastique Acoustique, et Inès Zouaoui, étudiante de l'Université de Montréal, qui, elle, s'est intéressée, qui a fait un dialogue par rapport aux substances psychoactives. Ils vont pouvoir vous témoigner de leur expérience avec le programme. Le webinaire va se dérouler en 3 temps. En premier, moi, je vais vous présenter brièvement, très, très brièvement, le programme, puis insister sur certains points qui sont importants à prendre en compte en termes d'admissibilité, préparation de la procédure, de la candidature, du dossier de candidature, pardon. Deuxième temps, le témoignage d'Olivier et de l'Inès. Et puis, finalement, on va avoir une période que j'espère d'une bonne vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, embarquons dans le vif du sujet. Le contexte dialogue est né d'un contexte de volonté de rapprocher la science de la société grâce aux échanges avec le public. Tout ça quand on parle de rapprochement, on parle de rapprochement avec la société québécoise. Et l'idée, c'est de renforcer aussi la confiance du public dans la science, y compris pour lutter, entre autres, contre la désinformation, de faire rayonner, évidemment, tout ce qui se passe comme recherche québécoise et accroître son impact. Et aussi, puis ça, c'est important, d'offrir des opportunités d'apprentissage mutuel entre la communauté de recherche et le grand public. Donc, c'est un programme en 2 volets, le volet chercheur-chercheuse, le volet relève étudiante, mais un objectif commun qui est vraiment de dialoguer avec le grand public. Puis avant de définir le grand public, je vais faire 2 petits rappels qui sont importants probablement pour vous, à savoir que les dates importantes de fin de concours, c'est le 21 octobre prochain pour le volet chercheur et chercheuse et le 14 octobre pour le volet relève étudiante à 16h00, et c'est important le 16h00. Dans le cas du volet chercheurs et chercheuses, les établissements gestionnaires doivent approuver la transmission de la demande. Donc, la date interne est souvent antérieure, précède toujours la date limite du concours. Je vais revenir sur le processus d'évaluation, mais il va y avoir 2 étapes d'annonce. La première étape, c'est la présélection des candidatures. L'annonce va se faire au mois de décembre et l'annonce des résultats de la demande, ça va aller en avril prochain. Vous n'aurez qu'une seule candidature à présenter cette année, puis j'y reviens dans le processus d'évaluation un peu plus tard. Next. OK, je reviens à la notion de grand public. Pour le FRQ, en fait, dans le contexte de dialogue, le grand public, c'est des personnes ou des groupes issus de milieux autres qu'académiques ou professionnels qui vont s'intéresser, bien sûr, à des questions et des enjeux en lien avec la science, la recherche et la démarche scientifique. Donc, gardez en tête que le public cible, c'est un public de milieux autres qu'académiques ou professionnels. On ne soutient pas avec dialogue des activités de transfert de connaissances vers des milieux de pratique.
ou des soutiens à la participation de congrès ou à la réalisation de congrès scientifiques. Il y a d'autres sources de financement qui sont disponibles de ce côté-là. Et évidemment, Dialogue ne soutient pas non plus des activités de recherche. Dans les prochaines diapos, puis je ne passerai pas dans le détail de tout ça, je vous présente les objectifs à la fois du volet chercheur-chercheuse et du volet relève étudiante, juste pour vous indiquer que les critères d'évaluation, ce sur quoi va se baser l'évaluation de vos demandes, c'est en lien évidemment avec chacun des objectifs, qu'ils soient généraux ou qu'ils soient spécifiques. Dans le cas du volet relève étudiante, il y a deux types de projets qui peuvent être présentés et ces projets-là peuvent être faits de façon soit individuelle ou soit en équipe. Le premier type de projet qui a ses objectifs spécifiques, c'est valoriser sa recherche et c'est un type de projet qui ressemble en fait au volet chercheur et chercheuse, qui est le pendant volet relève du volet chercheur et chercheuse, tandis que l'autre type de projet, c'est de parler d'enjeux sociétaux par la science. Et donc, c'est vraiment pour alimenter les débats et la réflexion autour d'enjeux de société à partir de sources d'informations crédibles, entre autres, notamment comme objectif spécifique. Donc, l'importance de tout ça, c'est de garder en tête ce qui doit être au cœur de votre projet. Pour le volet chercheur et le volet relève étudiante, l'idée, c'est de valoriser votre recherche. Vous partez de votre recherche, c'est ça qui est au cœur du dialogue. Tandis que pour le volet parler d'enjeux sociétaux, dans le cas de la relève étudiante, c'est la science qui est au cœur du dialogue. Votre recherche peut bien sûr en faire partie, mais c'est surtout aller parler de science. Je passe à la question de l'admissibilité, puis je vais y aller encore une fois très brièvement. Encore une fois, référez-vous aux règles des programmes. Pour le volet chercheur, l'admissibilité des personnes, ça se base sur le statut en recherche, soit statut chercheur universitaire, chercheur-chercheuse, universitaire clinicien ou chercheur-chercheuse de collège. Vous devez inclure dans votre proposition la participation active d'un membre de la relève qui va être soutenu par une bourse ou un complément de bourse de 5 000 $. Pour les membres, pour le volet relève étudiante, l'admissibilité de la personne candidate, faut être au cycle supérieur, postdoctorant ou en formation de recherche post-diplôme professionnel, ce qu'on appelle familièrement des fellows, et fréquenter un établissement d'enseignement québécois, un enseignement de recherche québécois à la date limite du concours. L'admissibilité, bien sûr, doit être conservée tout au long de la réalisation du projet. En plus, pour le volet relève, vous devez être encadré par un chercheur de statut 1, 2, 3. Encore une fois, je réfère aux règles générales communes pour bien connaître ce qui est en conforme au statut. Le rôle de cette personne-là, je vous invite à regarder dans les règles du programme parce que cette personne-là va vous encadrer scientifiquement, mais aussi vous soutenir dans la réalisation. Pour les projets en équipe, l'admissibilité des personnes co-candidates est ouverte aux personnes du collégial des premiers cycles, deuxième, troisième cycle universitaire, mais pas aux postdoctorants et postdoctorantes. Puis encore là, il faut vraiment fréquenter un établissement d'enseignement québécois ou un établissement de recherche du Québec. Il y a certains critères d'admissibilité du projet. La première des choses à savoir, puis une chose importante à savoir, c'est que ça doit se faire essentiellement au Québec. Même si ça peut inclure des activités ayant une portée internationale, la réalisation doit se faire essentiellement au Québec. Ce qui n'est pas admissible, c'est un projet qui est déjà financé, soutenu financièrement par une autre source de financement, à moins que vous fassiez la démonstration que l'octroi de dialogue va vous permettre d'atteindre des objectifs additionnels et complémentaires, mais vous allez avoir à faire la démonstration qu'il n'y a pas de chevauchement de cas échéant. Pour le volet chercheur et chercheuse, donc je vous parlais doit inclure une bourse ou un complément de bourse. Il faut aussi prendre en note que ce soutien-là ne peut pas être fractionné. C'est un étudiant qui va, ou deux, vous pouvez en sélectionner deux si vous le souhaitez, et les deux doivent recevoir 5 000 $, mais vous ne pouvez pas diviser le 5 000 $ à raison de 1 000 $ pour 5 étudiants. C'est pas permis. Par contre, d'autres formes de soutien, sous forme de rémunération, peuvent être permis pour d'autres membres de la relève.
On tombe dans la présentation de la candidature. Il y a les 2 premiers éléments qui sont très importants parce que tous les éléments sont importants, mais en particulier, le résumé et la lettre de présentation. C'est ces 2 documents-là qui vont servir à la présélection de la candidature. Donc, une seule étape de demande, comme je vous le disais. Le résumé, la lettre de présentation, en fait, elle va expliquer la cohérence de votre proposition avec les objectifs du programme. Et ça va être structuré autour de 3 questions. Je vais les projeter tout de suite après, là. C'est disponible dans le guide et dans les règles du programme. Ce qu'on vous demande de garder, de prendre en compte, c'est qu'il y a une grande diversité du profil des membres des comités d'évaluation qui vont évaluer ces demandes-là. Et donc, ce qui inclut des communicateurs, des gens qui ne sont pas nécessairement des scientifiques dans votre domaine, ça peut inclure aussi des gestionnaires de réseaux sociaux. Donc, présentez votre demande de façon claire, accessible et compréhensible, même pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de votre domaine. Je vous réfère vraiment aux règles des programmes puis au guide qu'on a préparé pour voir les questions, puis chacun des critères auxquels se rattache chacune de ces questions-là. Donc, ça, c'est les 2 premiers documents. L'autre document, c'est un plan de communication et une stratégie de diffusion. Et le point que je vais faire de ce côté-là, c'est que vous allez détailler dans votre plan de communication, votre stratégie de diffusion, tout ce qui est nécessaire, bien sûr, pour complémenter ce que vous avez fait, ce que vous avez résumé et le contenu de votre lettre de présentation. Je vous demande de vous référer au guide parce que dans le guide, on vous propose des éléments pour alimenter votre réflexion par rapport à la rédaction. Et c'est beaucoup de considérations, puis j'insiste sur le fait que le guide, ça s'est né, en fait, de beaucoup d'années d'expérience dans le processus d'évaluation sur les éléments à mettre de l'avant, puis les éléments qui peuvent nuire à la demande, à l'évaluation d'une candidature. Cette année, on utilise le CV descriptif du fonds de recherche, donc, mais on vous suggère très, très fortement de circonscrire, parce que ça peut faire 6 pages, on vous suggère très, très fortement de circonscrire l'information, en particulier dans la section 1 qui s'appelle « Parcours et compétences » et d'y mettre de l'avant vos compétences, vos contributions et vos expériences pertinentes à la réalisation du projet dans cette section-là. Puis je vous réfère à la page web du site du FRQ pour le CV descriptif. Budget et justificatif budgétaire, c'est la section 6 des règles des programmes. Gardez en tête que certaines postes de dépenses peuvent avoir une limite maximale dans la préparation de votre dossier. Gardez aussi en tête que le comité d'évaluation va évaluer attentivement le budget et son justificatif et que si un budget est majoritairement dédié à la rémunération d'étudiantes ou encore à l'achat d'équipements, ça peut être parfois perçu défavorablement par le comité. Justifiez-le bien. L'autre chose aussi, en termes de rémunération étudiante, surtout pour le volet chercheurs et chercheuses, utilisez ça avec parcimonie. L'idée, c'est d'avoir recours à des fournisseurs de qualité pour assurer une facture professionnelle aux activités que vous allez proposer qui vont être financées. Critères d'évaluation, vous allez les lire en long et en large. Je vous réfère à la section 5 par rapport à ça. Et puis, on tombe dans l'évaluation comme telle. Je vous ai mentionné la composition des comités. L'évaluation en 2 phases. Sur la base du résumé et de la lettre de présentation, vous devez satisfaire aux 3 critères de façon globale et plus particulièrement au critère 1. Le critère 1, c'est le critère sur la qualité de la proposition au regard du dialogue avec le grand public. Donc, c'est un critère essentiel.
Si vous répondez de façon satisfaisante aux 3 critères, vous allez passer, la demande va être complète, va être évaluée par le comité. Et là, ben, c'est une cote qui va être au minimum de 70% pour être considérée. Bien sûr, les demandes les mieux cotées seront retenues pour financement. Et encore là, je porte à votre attention le fait que en cas de classement ex aequo, c'est la cote qui est accordée au critère de 1, donc celui du dialogue, qui va être utilisé pour discriminer le classement final. Je vous ai parlé au fur et à mesure du guide. Je vous invite vraiment à le consulter puis à l'ouvrir en parallèle avec les règles quand vous allez préparer votre demande. Et en termes de financement, je vous réfère aussi aux règles des programmes. Pour la relève étudiante et pour le volet chercheurs et chercheuses, je soumets juste un petit élément à votre attention, c'est que pour le volet chercheurs et chercheuses, la subvention est 18 mois, mais utilisable sur 24 mois. Donc, au bout de 18 mois, quelqu'un qui a une subvention n'a pas à demander une prolongation avant le délai de 24 mois. À la toute fin des règles, vous allez trouver aussi des points, des autres considérations à garder en tête. Je vous souligne tout simplement d'aller voir un peu, d'aller voir particulièrement sciences ouvertes, accessibilité aux activités soutenues qui peuvent teinter en fait la capacité à présenter des activités auprès du grand public. J'y vais pas plus dans les détails, ça fait pas mal le tour. Vous allez avoir la présentation et le webinaire qui vont être disponibles sur le site web. Et vous avez ici nos adresses, des adresses pour nous contacter, Thomas du côté technique et moi-même si vous avez des questions. Et sans plus tarder, moi j'arrête mon partage pour laisser la place à Inès pour qu'elle nous parle de son projet. Et merci beaucoup. Je vais juste commencer par partager mon écran. Ouais. Il est où? Là. Parfait. Hop. Alors, donc moi, c'est Inès Ouaoui. Je suis candidate au doctorat en 4e année à l'Université de Montréal en sciences psychiatriques et addictologie. Et mon projet de recherche, il porte sur les effets du cannabis sur le cerveau des personnes qui ont un trouble psychotique. Donc, j'ai soumis une demande au FRQ pour la bourse Dialogue Relève étudiante et j'ai obtenu le financement en mai 2025. Donc, c'était il y a un tout petit peu plus d'1 an. Donc là, on est un peu au bilan des 1 an du projet. Euh, Pourquoi j'ai décidé de soumettre une bourse Dialogue? Parce que, de par mon projet, je suis partie d'un constat, c'était que les personnes de mon entourage qui ont entre 20 et 35 ans ont des questions par rapport aux effets des substances sur le cerveau et sont souvent exposés non seulement à la consommation de substances, notamment dans les milieux festifs, mais aussi à la désinformation sur les réseaux sociaux. Et puis, ce que j'ai constaté aussi sur les réseaux sociaux, puis sur Internet de manière générale, c'est qu'il y avait pas mal de contenu, que ce soit en animation ou en explication sur les effets des substances, mais il manquait l'aspect dialogue, qui est vraiment une composante essentielle du programme Dialogue, qui est en fait de parler aux personnes de la consommation, des effets en général, de ce qu'ils savent, et puis aussi de valoriser la recherche québécoise à travers tout ça. Donc voilà un peu d'où est partie l'idée. Le concept des vidéos, c'est du coup une partie micro-trottoir où je suis allée dans des soirées, des festivals pour poser des questions sur est-ce que tu connais les effets du cannabis sur le cerveau, sur la santé mentale, sur le cerveau adolescent, plein de questions autour de chaque substance. Et puis chaque longue vidéo correspond à une substance. Donc on a fait l'addiction générale, le cannabis, ensuite ça va être l'MDMA, la cocaïne, etc. Donc déjà au niveau dialogue, ça a été super riche, parce que même si on parle pas de la consommation des personnes, là c'était quand même hyper intéressant de voir où ça en était, ce que les gens, ce que les personnes savent ou pas sur les substances. Et puis le dialogue continue du coup sur les réseaux sociaux où il y a cette partie interview et une partie d'animation avec un script qui est fait sur la base des recherches les plus récentes en addictologie et en neurosciences et avec l'aide de quelqu'un qui fait de l'animation. Donc, au total, on est sur un site web,
On a un Instagram, un TikTok, un YouTube qui regroupe, du coup, là, au terme des 1 an, plus de 70 000, 80 000 vues. Donc là, je vous présente le site internet. Donc, on peut voir qu'il y a une vidéo. Ensuite, il y a un zoom sur une étude stupéfiante qui est à chaque fois une étude québécoise, puis j'essaie qu'elle soit des fois dans mon centre de recherche, dans Montréal ou dans le Québec en général. On a toutes les références scientifiques et on a des ressources d'aide, car ce sont des sujets quand même qui sont assez importants. Puis il y a des personnes qui peuvent faire leurs recherches par rapport à qu'est-ce que le cannabis fait sur mon cerveau. Donc on a des ressources d'aide pour le Québec en général, puis Montréal. Donc ça, je vous présente aussi les réseaux sociaux. Et puis, au niveau des retombées que le projet a eues, donc les retombées attendues, c'était que les personnes regardent, que les personnes posent des questions. On a eu pas mal de débats, notamment par rapport au cannabis, qui est une substance qui est légalisée au Québec. Donc, il y a pas mal de personnes qui étaient très intéressé en tout cas pour défendre les effets positifs ou négatifs du cannabis. Donc ça a créé pas mal de débats, donc c'était super intéressant. Et puis les effets un peu plus inattendus, c'était des partages d'un article de l'Université de Montréal, qui a ensuite mené aussi à un prix de vulgarisation auprès de l'Université de Montréal. Et j'ai été contactée par un moteur de recherche qui est une émission de radio sur Radio-Canada, où j'ai été invitée en chroniqueuse, pour parler en tout cas de est-ce que le fromage est une substance psychoactive. Donc, on s'éloigne un tout petit peu, mais ça reste une opportunité qui a été donnée. Oups, là, j'arrive pas à cliquer. Attendez, hop là, voilà, ça c'était l'émission. Non, je n'arrive toujours pas à cliquer. Ah, on va y arriver. Hop, donc là, voilà, si vous voulez écouter si le fromage mène à une cure de désintoxication. Et aussi, ça, je suis invitée en août aussi. Donc ça, c'était un peu les effets surprenants de cette bourse, c'est que du coup, ça mène un petit peu aux médias de vulgarisation dans un sens. Les défis rencontrés, c'était notamment parce que je repose sur quelqu'un pour faire de l'animation. Donc, il y a eu pas mal de défis en termes de calendrier. Moi aussi, je suis étudiante avec des contraintes, des fois, des charges de cours, etc. Donc, ça a été aussi un défi sur 1 an de produire toutes les vidéos. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur les 1 an, on a réussi à produire que 2 vidéos longues au lieu de 6. Donc, en fait, le projet se continue au-delà des 1 an de financement. Donc là aussi, l'importance de trouver un calendrier assez réaliste avec ses obligations, les obligations des prestataires auxquels on fait appel. Un autre défi qui a été pour moi, c'était est-ce que ça va être accepté sur les réseaux sociaux de parler de drogue, de substances? Largement oui, parce qu'il y a un but éducatif. À part sur TikTok, on s'est fait, on appelle ça striker, on s'est fait bannir d'une vidéo qui a obtenu 0 vue. Ça parce que je pense qu'il y avait pas mal de mots comme cocaïne, cannabis, etc. Mais généralement, en tout cas, ça a été très bien accepté par Instagram, TikTok de manière générale. Puis, d'où l'importance aussi d'avoir un site à soi et de pas reposer seulement sur les réseaux sociaux si vous voulez faire un projet sur les réseaux sociaux, parce que les règles changent, puis les règles entre les pays changent aussi. Donc, je dirais ça. Pour finir, l'impact que ça a eu sur mon parcours, ça a développé beaucoup de compétences, énormément, en vulgarisation, même en création de sites web, en direction artistique, en production audiovisuelle, en cadrage, en interview et en gestion de projet et de budget, etc. Et puis aussi, ça apprend à s'ouvrir à des opportunités inattendues, ou alors aller les chercher soi-même aussi et aussi à penser à comment transformer le projet pour arriver à ce que ça arrive dans les oreilles, les mains des personnes qui en ont le plus besoin. Donc c'est pour ça que je suis en contact aussi avec des associations sur les addictions et les adolescents à Montréal. Donc pourquoi pas diffuser les vidéos, faire des sortes de petites rencontres où on peut parler des vidéos, de ce que les substances font sur le cerveau, etc. Donc ça aussi, ça peut être diffusé dans les écoles après. Donc je dirais que c'est surtout l'opportunité du coup de concrétiser un projet qui était juste dans ma tête là. Puis en plus de ça, de découvrir des partenaires, de découvrir plein d'expériences par rapport à ça. Donc voilà, je vous encourage vivement à soumettre votre projet. Merci Inès. Donc, Olivier, est-ce que à ton tour? Pardon, merci à tout le monde d'être là. Donc, j'imagine qu'après, ce sera Thomas qui fera le bilan des questions à la toute fin. C'est ça que je comprends, José, excuse-moi.
Oui, puis de toute façon, Marie-Pierre. on va pouvoir donner des relais, mais oui, si les gens veulent poser des questions à Parfait, Inès ou parfait. à toi, Olivier, on va le permettre à la fin. Oui. Formidable. Alors, je vais juste enlever le flou sur ma caméra. Vous excuserez mon bureau de professeur qui ressemble à un bureau de professeur. Donc moi, je m'appelle Olivier Robin. Je suis professeur en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Ma spécialité, c'est l'acoustique et la vibration. Et à côté de cette spécialité, j'ai beaucoup d'intérêt pour la communication scientifique depuis quelques années et aussi la bande dessinée. C'est mon deuxième métier, on pourrait dire. Et le but du projet que j'ai déposé, c'était de réaliser ceci, ce que j'ai dans les mains. Donc ça s'appelle Fantastic Acoustic ou Fantastic Acoustics, parce que j'essaie de toujours faire les choses en bilingue. Et c'est un recueil de bandes dessinées qui a été fait par 4 universités du Québec. Et le but, c'était de mettre en place des équipes étudiantes avec des BDistes pour faire en sorte que chaque équipe mette en place un effort de communication, vulgarisation, mise en image de sa science. Et l'idée, c'était que ce soit avant tout un livre, parce que moi j'aime les livres et je pense qu'avoir les choses dans les bibliothèques pour archiver, c'est difficile de faire mieux. Je rejoins beaucoup des choses qu'a dit Inès. Euh, c'est vrai que ça a été plus long à faire que prévu. Je vais partager une présentation juste après. Par contre, on est allé de surprise en surprise parce qu'en fait, ce projet est normalement fini. Mais en fait, il continue. Et par exemple, je vais aller au festival de BD de Prévost cet été, le 15 août, pour présenter Fantastique Acoustique, faire une exposition avec des planches ici que j'ai imprimées. Et on va faire une exposition pour les jeunes. Je vais en distribuer comme lot à gagner et ça va me permettre de parler de tout ça. Alors, je vais partager mon écran si je le peux et ça vous donnera quelques éléments sur. Alors, est-ce que, est-ce que au moins Inès ou José peuvent me confirmer qu'on voit bien mon écran? Bon, alors, moi, les On choses que voit. je voudrais avoir sur lesquelles j'insisterai, alors Inès, moi, je comprends très bien ce qu'elle a fait. Moi, je sais que dans ma vie de tous les jours, j'aime beaucoup avoir quelque chose à partager, à donner, avoir un élément. Je pense que quand on veut créer un dialogue, c'est super important. Et c'est sûr qu'avoir un objet physique comme un livre, moi, ça m'a énormément aidé. Pourquoi? Là, je vous allez voir. Ça, c'est des photos qui ont été prises dans divers contextes. Et puis, j'inviterai les personnes qui veulent candidater à ne pas vous restreindre au seul contexte scientifique. Hein. Vous voyez la photo qui est ici. Là, c'est Juliette Pierre qui est BDiste. Bah, là, on est au Festival de bande dessinée de Montréal. Et on était en train de parler avec les gens qui visitent le Festival de bande dessinée. Le Festival de bande dessinée, c'est plus de 100 000 personnes sur une fin de semaine. Donc, quand vous êtes avec ça et puis qu'avec des gens et que vous discutez, bah, il y a une forte chance pour que sur 100 000 personnes, vous arriviez à en attraper quelques dizaines. Et étonnamment, bah, les gens sont intéressés, se demandent ah ouais, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, acoustique. On leur parle un petit peu du concept. Puis tout de suite, ça délie la parole. En fait, très rapidement, nous, on a fait beaucoup d'échanges avec des personnes parce que, en voyant le recueil, ils nous ont dit ah ouais, moi j'ai des problèmes de bruit autour de chez moi, ou ah, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui. Et ça nous a permis de faire des incroyables discussions. Ici à droite, il y a Olivier Doud, qui est professeur à l'ETS, qui est venu passer une partie de la fin de semaine avec moi. D'autres fois, on a le Festival des Harmonies ici, qui se passe à l'Université de Sherbrooke, où j'accueillais les jeunes qui participent à ce festival qui est québécois. Et je les accueillais, ils venaient visiter nos installations et ils se voyaient remettre un exemplaire de Fantastique Acoustique. On l'a utilisé aussi également durant le festival Eureka. Vous voyez, le stand de la faculté de génie avait également des exemplaires à distribuer. On a rencontré aussi des familles. Là, on est à l'entrée justement de la visite à la faculté de génie pour le Festival des Harmonies. Ici, c'est quand je suis allé à l'ACFAS. On retrouve encore Juliette qui est ici. Et ce sont des partages et beaucoup d'échanges et beaucoup de rires autour de tout ça. Alors, le but était de faire un livre. Les retombées. Les retombées ont été assez folles. Alors, je vais simplement revenir en arrière. Alors, une chose qui nous est arrivée un peu comme pour Inès, bah, c'est qu'on avait contacté l'équipe de moteur de recherche qui est généralement très ouverte à ce genre d'initiative. Bah, on avait pu faire une émission spéciale avec les équipes étudiantes sur laquelle bah, on avait travaillé sur 4 questions. Et le but, c'était vraiment que toutes les équipes étudiantes qui étaient liées au projet se forment, pratiquent énormément, que ce soit sur le volet BD, écriture, être présent à la radio, savoir faire des choses en ligne. Et ça rejoint aussi ce qu'a dit Inès, c'est travailler différentes manières de s'exprimer, hein, à l'oral, en ligne,
visuellement, et ainsi de suite. Les choses les plus surprenantes qui nous sont arrivées, je reviens en arrière. Alors, on a fait un site web, je vous invite à cliquer dessus, c'est www.fantastiqueacoustique.net. Ça se passe plutôt bien, mais alors ce qui nous a incroyablement surpris, c'est qu'on a obtenu un prix international. Alors ça, le conseil que je peux donner, c'est effectivement de faire les choses en langue française, mais moi, par souci et par québéquisi, enfin, moi, je pense que c'est bien de les faire dans les deux langues officielles. Voilà comment je le pense. Ça m'a ouvert énormément de portes parce que nous, on a reçu un des 8 prix qui sont soumis chaque année par l'Acoustical Society of America. Ça veut dire que sur 65 dossiers de très très haute qualité soumis dans le monde, nous faisons partie des élus. Donc, on a été reconnus. Fantastique Acoustique est ici, en arrière d'un livre de très haute qualité. Euh, Parmi les choses qui nous sont arrivées également et que je vous suggère de faire, c'est de prendre le temps de faire des bilans, des lessons learned. Pourquoi? C'est parce que moi, toute la démarche, je l'ai présentée en congrès, mais j'en ai fait un article de conférence. C'est-à-dire que là, j'ai pris le temps de résumer tout ce qui a été fait, comment on a créé cela, dire simplement comment ça s'est passé, combien de temps on y a passé, le point de vue des étudiants, des étudiantes, le point de vue des artistes, pour qu'en fait d'autres personnes puissent refaire ce qui a été fait. Moi, je vous engage à faire ça pour deux raisons. De un, toutes les personnes qui étaient liées au projet sont co-auteurs, co-autrices, donc ça fait un des dossiers de publication pour les professeurs, mais surtout pour les jeunes étudiants et étudiantes. Et ça fait que beaucoup de personnes qui se disent, tiens, c'était super ce projet, j'aimerais bien faire la même chose, eh bien, on rentabilise, on permet aux personnes de refaire, et puis même nous, ça nous fait du bien de faire une synthèse. Si je reviens sur ma présentation, et j'ai bientôt fini, donc ça nous a amené à présenter ça en français, en anglais, je l'ai présenté dans différents colloques, et puis peut-être les choses peu attendues, c'est que ça continue. Donc, vous voyez, je vous parlais de Prévost. Donc là, moi, je vais aller présenter ça encore une fois cet été. Donc, même si le projet est fini, ça continue à irradier. Et toute dernière chose, faites tourner dans votre réseau parce que moi, j'ai eu une surprise. C'est que Noise News International, qui est vraiment un magazine d'actualité, qui est publié internationalement avec à peu près 8000 personnes qui sont plutôt spécialistes, ça a été, toutes les planches en anglais sont reprises de manière bimensuelle maintenant. Et donc, on retrouve des extraits de Fantastique Acoustique. Donc, dans les choses qui ont bien fonctionné, puis je vais arrêter le partage parce que ça montre déjà pas mal de choses, à moins que j'ai oublié quelque chose. Ça m'a permis d'aller très large. Tiens, voilà, ça résume bien. C'est-à-dire sur des réseaux comme LinkedIn, ça a montré qu'on a touché très large, que ce soit en français, en anglais. C'est ce qui nous a permis comment dire, de donner le maximum d'impact au projet et de faire en sorte qu'il soit, je sais pas si c'est le bon terme, mais rentabilisé. Voilà. J'arrêterai là-dessus et puis je prendrai avec plaisir toutes vos questions, que ce soit relatives au projet de Inès ou du mien. Merci.